Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un athlète complet, un amoureux de l'effort, un grimpeur de sommet. Mathieu Gandolfi, un champion d'Europe master de montée sèche, professeur d'EPS, coach sportif et préparateur mental. Du ski de fond aux escaliers de la Tour Eiffel, en passant par la forêt vosgienne et les podiums européens, il nous raconte son parcours, sa passion pour l'enseignement, son rapport au mental et sa vision du coaching. Accrochez-vous, ça grimpe fort. Bonjour Mathieu, ravi de te recevoir dans le podcast. Comment vas-tu ? Salut Seb, merci beaucoup pour l'invitation. Tout va bien, heureux d'être à tes côtés pour cette interview. Écoute, plaisir partagé. T'es venu en courant aujourd'hui ou t'as pris la voiture ? Non, même pas. Là, j'ai pris la voiture, tu vois, mais j'ai entraînement juste après. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, alors moi, c'est Mathieu Gandolfi, j'ai 42 ans, je suis papa de 2 enfants. Et voilà, comme tu l'as très bien dit en introduction, un amoureux de la nature et de la pratique de la course à pied, plus particulièrement en montagne. Et professeur d'EPS, du coup, un métier en lien avec le sport, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, j'ai créé en parallèle une petite entreprise de coaching et également préparateur mental. Assez complet. On va revenir un peu à ton enfance, à la découverte du sport. Tu as débuté par le ski de fond et le VTT. Pourquoi ces deux disciplines-là et pas le foot comme la majorité des garçons à cet âge-là ? Oui, c'est vrai. Alors du foot, j'en ai fait un petit peu aussi, hein. C'est vrai que j'y ai pas échappé. Très tôt, j'ai été amoureux du sport et sous toutes ses formes. Mes parents m'ont amené très tôt faire du ski dans le Jura, m'ont amené se balader en Bretagne, m'ont amené faire du canoë-kayak. Donc c'était très éclectique chez nous et c'est vrai que en plus on n'était pas dans la génération malheureusement des écrans aujourd'hui. Et on était plus dehors à être sans arrêt en train de faire des cabanes, à faire du BMX, du skateboard avec les copains. Donc j'ai toujours aimé le mouvement en fait. Et puis petit à petit, j'ai découvert l'athlétisme par le biais de l'école d'athlétisme, tout simplement dans mon petit village à Bruyères, là où j'étais au collège. Et puis après, c'est devenu une passion qui aujourd'hui est débordante, quoi. C'était un petit peu le destin des Vosges qui t'a choisi, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que le fait d'être né là-haut et d'avoir évolué dans ce milieu forestier et de basse montagne, hein, comme on dit, ça m'a donné ce goût de la nature, de l'évasion et puis après du dénivelé. Ensuite, tu fais un virage vers l'athlétisme à l'adolescence. C'était une évolution naturelle ou il y a un moment où tu as eu un déclic et tu t'es dit le demi-fond, c'est pour moi ? Ouais, le petit déclic, c'est un peu les crosses du collège, hein. On est tous confrontés à cette épreuve-là. Il y en a qui aiment, d'autres moins. C'est vrai que moi, j'ai tout de suite trouvé ça intéressant, ce goût de l'effort, en fait, cet effort physique long qu'il fallait installer dans la durée. Et puis des petits résultats aux crosses du collège sur des podiums m'ont vite motivé pour la discipline. Et du coup, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'inscrire à la RESDA, hein. C'était le petit club vosgien de là-haut, à 2 pas de chez moi. Et puis, après, j'y ai pris goût. Alors, je m'entraînais pas comme aujourd'hui. Je faisais 1 ou 2 séances par semaine après le collège. Mais ça a été un peu le déclic, ces petits podiums aux crosses du collège. Et puis après, c'était parti, quoi. Tu étais déjà suivi par un coach pour les entraînements après les cours ? Oui, tout à fait, par Daniel Jacot, hein, malheureusement disparu récemment en plus. Donc, une belle pensée pour lui et son épouse. Et c'était Dany qui nous coachait. Il était professeur d'EPS, lui, au collège. Et puis, il était coach à côté d'athlétisme et il m'a donné une belle fibre pour l'athlétisme. Et aujourd'hui, je le remercie. Et c'est aussi en partie grâce à lui que je suis là. Tu t'orientes donc vers le demi-fond et tu deviens champion des Vosges Espoirs et 3e en Lorraine en cross-country. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est quoi exactement le cross-country et comment arrives-tu à ces 2 titres prestigieux ? Ouais, du coup, c'était des titres, toute proportion gardée à notre niveau de jeune. Mais le cross, comme je te l'ai dit, au collège, j'ai adoré. J'ai continué au lycée et puis après, à l'école d'athlétisme, on allait faire ces fameux cross-country. Donc c'est une distance, on va dire, entre
selon l'âge, entre 5 et 8 kilomètres. En général, avec un petit peu de dénivelé, c'est souvent dans des champs, dans des sentiers en bord de forêt, où on doit, faire une boucle ou 2 boucles, le plus rapidement possible. C'est souvent aussi en période hivernale, donc j'aimais bien aussi ces conditions un peu rudes, où on se retrouve dans la boue, où on se retrouve avec du vent, de la neige, il faut mettre des pointes. Donc voilà, c'est un peu l'esprit trail d'aujourd'hui et c'est ce qui m'a amené après petit à petit vers la pratique et la découverte du trail. Et puis, ces titres, oui, sont venus, voilà, avec ma régularité, dans l'entraînement, de m'entraîner 1 à 2 fois par semaine. J'avais aussi, certainement des facultés, pour l'endurance, parce que c'est vrai qu'on en reparlera peut-être, mais il y a une grosse part de génétique, hein, dans ces sports-là. Et donc, voilà, je parle aussi, de la génétique par rapport à ma maman qui a aussi beaucoup, pratiqué, les sports d'endurance, qui a encore fait à 50-55 ans l'ascension du Kilimandjaro. Donc elle était vraiment déjà, dans ces filières-là et je pense que j'ai une fibre de ces gènes et puis voilà, puis après le championnat des Vosges, était vraiment sympa, la petite cerise sur le gâteau là et ça m'a permis de poursuivre. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère qui court aussi, qui a 6 ans de moins et qui a aussi, des facultés dans ce domaine-là. Donc, la génétique, a bien fait son taf. Des podiums aussi pour lui, je suppose? Ouais, des podiums aussi de son côté, ouais. Ok, bah super. Tu deviens ensuite prof de PS. Est-ce que c'est ton parcours sportif qui t'a naturellement dirigé vers cette voie? Oui, j'ai toujours voulu faire ça depuis tout petit. Donc du coup, j'ai réussi, mon rêve d'enfant au niveau professionnel, par le biais de mes professeurs qui m'ont inspiré, hein. Dany Jaco, son épouse Annie. J'avais aussi, monsieur Pierrel qui m'a beaucoup, inspiré au lycée et donc du coup, j'ai eu envie de faire ça et aimant le sport, je me suis dit, transmettre ça à ses futurs élèves, ça pourrait être chouette et puis aujourd'hui, c'est le cas donc je me lève tous les matins motivé pour aller au taf, quoi. Quel a été ton parcours pour accéder à ce métier? Alors c'est un parcours, assez classique universitaire, hein, même s'il a changé un petit peu aujourd'hui. Donc c'est un bac filière générale. Donc j'avais fait un bac, ES à l'époque, économique et social. Et puis après on rentre à la faculté de sport. Donc moi il y avait plus de concours d'entrée. Donc c'est un petit peu le paradoxe aussi, hein, le fait de pas mettre de concours d'entrée, ça donnait l'espoir à beaucoup de jeunes. Et puis après passer, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années d'études, le concours est très, très difficile à avoir. C'était un petit peu, compliqué après d'avoir des débouchés. Donc, je trouvais que le concours d'entrée était sympa pour ça. Aujourd'hui, par exemple, même si on n'appelle pas ça un concours d'entrée, mais pour moi, la première année de médecine, c'est un concours d'entrée. Elle est très, très exigeante, mais au moins, tu sais que si tu l'as, tu es plus ou moins médecin ou une filière, Oui, puis associée. ça fait déjà une petite sélection naturelle Ça fait une aussi, hein. sélection. Donc nous, là, on est rentré à plus de 8000 candidats. Il y en a 120 qui sont sortis. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Et donc c'est, un DUG, une licence et après le concours. Donc en bac plus 4 et maintenant c'est ce qu'on appelle un masters. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, tu enseignes dans quel type d'établissement et quel profil d'élèves? Ouais, alors aujourd'hui, je suis au collège, Émile Gallet de Lexy, hein. J'ai pas mal vadrouillé, hein. C'est vrai que quand on est jeune prof, on est un peu, baladé à gauche, à droite. J'ai commencé en région parisienne, après sur Reims et après j'ai eu ma mutation, dans le PIO. Donc là, j'enseigne au collège Émile Gallet à Lexy, sur des collégiens, donc de la 6e à la 3e. En tant que prof, tu as sûrement remarqué que certains jeunes ne sont pas très fans de sport. On va pas se mentir, les excuses doivent fuser parfois. Qu'est-ce que tu observes sur le terrain? Ouais, alors ton constat est malheureusement vrai et ça me désole. On en parle souvent avec mes collègues, j'en parle souvent dans ma famille. Le goût de l'effort se perd énormément chez nos jeunes. On parlait de génération là tout à l'heure avec les écrans, mais je crois que la génération aujourd'hui, elle est voilà, moi elle me fait de la peine. J'essaye de me battre, même avec mes enfants. Des fois, c'est compliqué de les faire sortir, de les bouger. Je pense qu'on est dans une société où tout est mâché, tout est déjà fait. Il y a plus de voilà. T'as plus besoin de sortir, tu commandes sur ton téléphone ta bouffe, t'as plus besoin de voilà, d'aller, chercher, je sais pas moi, une VHS, au vidéoclub du coin, hop, tu cliques sur ton téléphone, t'as ton Netflix, enfin, tout est haché et maintenant on n'a plus de déplacements, on les voit plus faire des cabanes comme on en parlait, faire du BMX, du skate. Alors, je généralise peut-être beaucoup, heureusement, on a encore des jeunes qui aiment, le goût du sport et les parents derrière avec l'éducation. Mais moi, je le vois, dans le biais de mes cours de PS, c'est dur de leur demander de faire 2 tours de terrain. C'est la fin du monde, quoi, pour certains.
Puis d'arriver en tenue, ah monsieur, pourquoi je suis pas en jean? Ah bah je peux pas mettre mes Converse. Ah non, tu seras pas bien. Puis oh mais monsieur, là j'ai mal au ventre ou je me sens pas bien. Bah, je dis c'est juste tes muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler, fais un petit effort. Enfin ouais, vraiment, c'est un constat alarmant, je sais pas ce que ça va donner. Donc nous, en tant que professionnels de sport et d'éducation, on a vraiment envie de les bouger, quoi, leur donner ce goût de l'effort et j'essaye au mieux de le transmettre par le biais de mes cours de demi-fond que j'ai dû faire évoluer. Avant, à notre époque, on parlait de courir 20-25 minutes sans s'arrêter, les fameuses épreuves de demi-fond. Aujourd'hui, on a fractionné tout ça. On leur demande de courir des 3 fois 5 minutes, des 5 fois 500. Donc, on court moins longtemps, donc forcément un petit peu plus vite. Mais on a dû un petit peu trouver ces échappatoires-là pour leur redonner un peu le goût de l'effort. Et dans leur représentation, on court pas longtemps, mais on essaye de courir un petit peu quand même, quoi. Donc, On ouais. voit que ça porte quand même ses fruits. Oui, ça porte ses fruits. Je trouve que pour eux, c'est plus motivant de courir des 3 fois 6 minutes où on fractionne un petit peu au lieu de courir 18 minutes sans s'arrêter. Pour eux, ça leur donne cette envie d'essayer, quoi. Et puis, après, il y a aussi en EPS, on a ouvert beaucoup d'activités d'APSA très sympas. On va sur de l'escalade, on va sur de la boxe française, de l'acrosport. C'est beaucoup plus éclectique que le triptyque qu'on avait à l'époque, sport co, natation et athlétisme, quoi. Bien, ça a un peu évolué dans Voilà, dans tout ce à fait. sens-là. Ouais. Donc ça, c'est aussi pour redonner un petit peu d'attrait à nos jeunes qui ont de moins en moins envie de faire du sport, je trouve. Ça, puis ça te permet aussi de voir un petit peu des sports un peu méconnus, entre guillemets, Tout à fait. que les célèbres, je sais pas, moi je me souviens, on avait, c'était de la gym, c'était comme tu dis, de la course, on avait un peu de ping-pong, il me semble. Oui, quand on un peu de était, tennis de table. ouais. Maintenant, c'est vrai que les sports de raquettes, on peut même leur proposer du tennis, je te dis, de l'escalade, du tir à l'arc, du VTT. Enfin, vraiment, ça c'est vraiment ouvert pour eux et je trouve que des fois, on leur donne vraiment de l'attrait, même sur les sports de combat, de la lutte, du rugby en sport co. Donc, on essaie de sortir un petit peu de leur carcan traditionnel, quoi. L'obésité chez les jeunes est en hausse, c'est une réalité quand même assez préoccupante. Quel regard portes-tu là-dessus en tant que prof et en tant que coach? Ouais, ça va avec ce que j'ai dit, hein, malheureusement, hein, moins de goût de l'effort, une société où ils bougent de moins en moins, la malbouffe qui s'installe aussi beaucoup, hein. Quand tu vas te promener dans les rues des grandes villes maintenant, c'est affligeant, affligeant. Tu as soit de la téléphonie, soit des kebabs, soit de la malbouffe. Peu importe. Là, j'en reviens d'un week-end à Amsterdam, mais c'était affligeant. Il y avait que des kebabs, il y avait que de la malbouffe. Des gaufres avec du chocolat, avec de la mayonnaise, de la chantilly au-dessus. Enfin, c'est un amoncellement de sucre et de lipides à tous les coins de rue, quoi. Et les gens sont là, ils consomment. Après, ils vont aller boire un coup, ils vont reprendre un petit peu de sucre dans le sang. Enfin, bref, moi, je trouve la société très, très déviante et nos jeunes sont malheureusement, subissent ça et comme tu dis, sur l'obésité, alors en France, je trouve qu'on est encore pas mal à l'abri, mais je sais pas ce que ça va donner par rapport à un pays comme les États-Unis. Mais nous, en natation, on le voit un petit peu. Je trouve les jeunes, que j'ai à 12-15 ans, ils doivent commencer à être dessinés, doivent commencer à pas avoir un petit ventre et malheureusement, je fais souvent le constat de voir qu'ils ont un petit taux adipeux quand même, déjà important et que s'ils continuent comme ça, avec leur malbouffe, avec leur soda, on va aller vers un corps qui va vite se transformer vers du pas bon, quoi. Je pense qu'on on manque peut-être de cours de nutrition. Je pense quand on Ouais. est peut-être pas encore trop la période collège, même si en soi on devrait en avoir, mais plus faire la période lycée, où là on est plus un peu mature à comprendre les choses. Moi je vois des jeunes au travail, ils ont 20 ans, ils s'enquillent un Monster, donc tu as déjà une 50aine de grammes de sucre dedans. Ensuite ils vont chercher un Coca à 10 heures, et puis à midi ils se font un iced tea, quoi. Ah, Ils c'est sont tout à dans fait les ça. 80-90 grammes de sucre juste en boisson. Mmh mh. C'est énorme, quoi. Ah, c'est énorme et puis même par rapport aux parents qui ont pas forcément, l'éducation ou les connaissances comme tu dis pour savoir quoi donner à leurs enfants et là, je vois un petit déjeuner quand je leur dis, avant mon cours de demi-fond, ils ont une petite fiche et ils doivent remplir le petit déjeuner qu'ils ont pris ce matin. Je leur dis: il y a pas de piège, hein, notez ce que vous avez réellement pris. C'est pour, qu'ils aient une prise de conscience qu'il faut déjeuner avant mon cours pour éviter l'hypoglycémie. Et quand je relis un petit peu leur fiche, c'est effectivement comme tu dis, c'est que du sucre, que de l'indice glycémique élevé. Ils marquent céréales. Alors attention, je leur dis quoi comme céréales?
Des Frosties, mais les Frosties, ça rentre pas dans les céréales. Les Frosties, c'est que du sucre. Après, t'as pris quoi? J'ai pris une tartine de brioche, donc brioche industrielle, là, les Harris, par exemple, avec du Nutella. Donc, que du sucre et que des lipides. Et t'as bu quoi? J'ai bu un verre de Oasis. Voilà. Donc, ils vont avoir un pic de glycémie énorme. Et à 10h30, 11h, ils disent souvent, on commence à avoir le ventre qui gargouille en cours de maths. À 11h, on a faim. Tu m'étonnes. Ils ont plus du tout d'énergie. On sait que les neurones ont besoin d'énergie pour être efficaces. Donc, du coup, c'était compliqué, quoi. Donc, je leur explique, des céréales, oui, mais il faut des céréales complètes qui vont te donner de l'énergie moins importante sur le coup, mais sur la longue durée. Tu peux te prendre du pain complet, tu peux prendre un peu de miel pour avoir du bon fructose. Et puis, au lieu d'avoir du Oasis, prends un jus d'orange frais pour avoir les vitamines. Puis, tu as oublié le kiwi et puis un peu de calcium avec un yaourt. Et puis, les protéines le matin, un petit œuf sur le plat. Là, tu verras. Jusqu'à midi, tu vas te tenir. Donc, voilà, je leur essaye de leur donner des petits types comme ça pour un peu d'éducation à la santé aussi. Ouais, c'est vrai que ce serait bien que le prof de sport puisse donner des petits cours de nutrition 1 heure par semaine, par exemple. C'est vrai que je trouve que ce serait, Non, moi, je trouve que ça serait très bien. ça serait vraiment bien parce que moi, j'ai appris vraiment, entre guillemets, à bien me nourrir quand j'ai commencé à faire attention et à compter mes calories, tu vois. Avant, je savais pas. Alors oui, bon, tu sais, entre guillemets, une calorie, ce que c'est. Mais tu te rends pas compte, tel aliment est ultra calorique par rapport à d'autres choses. Moi, j'ai des collègues, la nuit, ils s'enquillent un paquet de 200 grammes d'amandes. Mais c'est bon, c'est des amandes, c'est bon pour la santé. Mais faut que Oui, ce c'est soit bon pour la normalement, c'est santé, le creux mais de la main, hein. voilà, une petite poignée, mais pas un sachet complet. Pour eux, c'est amandes, c'est bon pour la santé, c'est sain. Alors oui, en soi, c'est sain, mais tout dépend des quantités, c'est toujours comme tout, pareil, hein. quoi. Là, je suis venu à mettre, je traque un peu pour perdre un peu de poids. Je traque un peu et j'ai mis de la noix de coco râpée le matin dans mon petit déj. Une cuillère à soupe, 15 grammes, 100 calories. Je l'ai fait qu'une fois. Ah ouais, non, mais c'est Parce que je me sûr, suis hein. dit, finalement, pour ce que ça t'apporte et le petit goût en vrai que t'as, c'est trop. C'est trop. Mais ça, tu t'en rends compte seulement quand Ouais, quand t'as quand de la tu t'y intéresses et maturité, que tu as de tu la t'y maturité intéresses, tout à pour y fait. comprendre. Et c'est vrai que c'est ouf. Et pour rebondir sur les week-ends, quand tu bouges un peu, j'ai fait 10 jours à New York et c'était horrible. C'est... Mais pour manger correctement, c'était horrible. On n'arrivait pas à trouver un truc correct. Ah oui, oui, oui. On a trouvé un bar à salade, mais vraiment en fouillant dans les fonds de rue, machin. Je te jure, j'étais heureux. Ah, mais c'est exactement C'était pour ça. mon anniversaire. J'ai mangé une salade pour mon anniversaire, j'étais heureux. Ah, tout à fait, hein. Parce que burger, frites, pizza, etc. et j'en passe. Au bout d'un moment, tu satures. Alors, une journée, c'est sympa, c'est cool, tu sais, tu fais ton petit cheat meal, entre guillemets. Le lendemain, ça va, c'est sympa, mais au bout d'un moment, Pour trouver des t'en peux restaurants plus. avec des légumes, c'est même les restaurants les plus chers. En plus, ouais, c'est vrai. Mais c'est compliqué et c'est partout. Tu as fondé ta propre société de coaching. Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le pas? Ce qui m'a motivé, en fait, c'est le fait de vouloir transmettre ma passion vraiment à des jeunes ou à des adultes motivés par ça. On parlait un petit peu du manque de motivation, du goût de l'effort chez mes jeunes au niveau du collège. Et j'ai eu envie de transmettre vraiment, transmettre mes connaissances à des personnes qui ont envie de progresser dans cette filière de la course à pied. Donc, voilà, j'ai eu cette idée-là en vacances, je m'en rappelle encore, j'étais dans le sud de la France et puis je me suis dit: «Tiens, il y a un copain qui m'a demandé de le préparer à un semi-marathon comme ça, vu qu'il connaissait un petit peu mon expérience en course à pied» et puis, voilà, j'avais passé un diplôme d'éducateur sportif, j'avais aussi, beaucoup fait de lectures sur la physiologie de l'effort. J'ai toujours été très intéressé par ça. Et voilà, je lui ai mis sur papier la planification du plan d'entraînement et puis je lui ai envoyé. Et il a réussi son objectif et il m'a dit: «Ah, c'était très complet ce que tu as fait». Et je me suis dit: «Pourquoi pas lancer mon entreprise?» Et c'est parti. De là est né Mad Trail Coaching, donc en référence à mon prénom. Et du coup, de fil en aiguille, par le biais des réseaux, c'est ce qui marche aujourd'hui, avec un petit peu de publicité et puis, entre guillemets, ma petite notoriété locale qui avait fait que le bouche à oreille fonctionnait bien. Et voilà, aujourd'hui, c'est une entreprise qui fonctionne bien et qui me donne des petits challenges. Chaque athlète est différent. J'en ai qui préparent des ultra-trails, d'autres qui veulent faire moins d'1 heure sur 10 bornes, d'autres qui veulent faire 1 kilomètre vertical comme moi, d'autres qui veulent aller faire le marathon de Paris. Donc moi, à chaque fois, c'est des challenges différents et je prends un plaisir fou à
à les préparer, à leur planifier des petits plans d'entraînement aux petits oignons, là, à répondre aussi à leurs sollicitations, parce que c'est aussi un échange 24/24 par rapport à des questions, des préoccupations. Donc voilà, je prends plaisir vraiment à travailler avec eux et à mener cette petite team, comme je dis, voilà, le plus loin possible et surtout dans la réalisation de leurs objectifs. Tu t'occupes aussi du cadre alimentaire? Alors non, je fais pas toute la partie nutrition. Par contre, c'est pareil, je suis très intéressé par ça. Là, je vais d'ailleurs passer une formation pour devenir aussi coach en nutrition. Parce que c'est vraiment une filière. Moi, je trouve que dans le coaching, j'aime bien cette complémentarité. Hein, le côté mental, on en reparlera. Le côté préparation physique. Et là, en nutrition, j'ai envie de leur apporter encore des connaissances plus fines. Donc, je vais me former à ça. Mais je leur donne souvent des petits conseils diététiques et pratiques avec chaque plan d'entraînement. Tous les mois, ils ont une petite fiche diététique sur un thème. Ça peut être, là en ce moment, c'était sur la spiruline, ça peut être sur le collagène, ça peut être sur quoi prendre avant une course, la boisson d'effort. Enfin voilà, je leur donne à chaque fois des petits conseils. Boisson d'effort, je pense que tu fais ta petite mixture personnelle. Ouais, voilà. Il y a des petits tips comme ça. Je leur donne des petites recettes que je trouve aussi. Il y a Nicolas Obino, qui fait un petit clin d'œil, qui est un diététicien et nutritionniste avec des belles recettes sur son site internet là où on trouve des choses fait maison. Je trouve que c'est important aussi de faire ces choses et c'est un peu comme quand on me demande des conseils pour les chaussures, je trouve. C'est compliqué, hein, trouver l'expression trouver chaussure à son pied porte bien son nom. Je trouve que dans la nutrition, c'est pareil. Ce que tu vas conseiller à quelqu'un va pas forcément marcher au niveau digestif déjà, au niveau des saveurs et au niveau de l'efficacité. Donc je leur dis, faites vos petites expériences, essayez, confectionnez et vous trouverez vraiment ce qui vous plaît à force. Ouais, c'est logique ce que tu dis, hein. Tu t'es directement spécialisé dans la course à pied ou tu proposes aussi du coaching dans d'autres disciplines? Alors non, uniquement en course à pied. Alors la course à pied maintenant est très large, hein. Ça peut être, comme je te l'ai dit, du coureur sur route au coureur de trail, de kilomètres vertical, d'ultra trail. Triathlon aussi, hein. Je coach quelques triathlètes sur toute la partie course à pied. Tout ce qui est vélo, natation, ça en général, les triathlètes ont 3 coachs, hein, souvent très spécialisés dans ce domaine-là. Donc non, ça reste vraiment sur la course en général. Puis tu deviens donc aussi, comme tu l'as dit, préparateur mental, un aspect parfois négligé mais essentiel. Comment tu utilises ces compétences pour aider tes élèves à se dépasser, à franchir les murs mentaux? Ah ouais, hein, la préparation mentale, pour moi, c'était vraiment une facette qu'il fallait pas occulter. Elle est un petit peu, d'ailleurs, encore timide, je trouve, en France, par rapport aux autres pays comme aux États-Unis ou les pays nordiques où elle est énormément développée. C'est vraiment pour moi l'un des 4 piliers de la performance, hein, avec la préparation physique, avec la préparation technique, la préparation tactique. En 4 arrive la préparation mentale qui, pour moi, permet de soulever des montagnes, quoi, hein. Quand je vois, par exemple, je prends toujours l'exemple du tennis, mais un Rafael Nadal, un Djokovic, un Federer, un Murray à l'époque, ce qui faisait la petite différence, c'était le mental. On voyait que c'était des vrais guerriers sur le terrain, que chaque point, ils jouaient leur vie, qu'ils avaient des routines installées, hein. Quand on voit Djokovic écarquiller les yeux là au moment du tie-break, tu sais que là, il est dans voilà, c'est son ancrage. Il s'est mis dans une espèce de bulle hermétique à tout ce qui se passe autour et tu sais qu'il va te démonter sur le tie-break. Le Nadal, quand il passe sa main derrière les cheveux, qui réajuste son short et qu'il aligne ses bouteilles, c'est pas pour qu'on se moque de lui à la télé. C'est parce que pour lui, à partir du moment qu'il fait ça, c'est une machine. Et que du coup, il est dans une espèce de bulle et tout ce qui se passe autour, il est complètement hermétique. Et en fait, la préparation mentale, c'est un peu comme l'hypnose. Je parle toujours de Mesmer, là, quand il fait ses spectacles. Ouais, c'est bidon, c'est truqué. Mais je pense qu'en fait, si t'as pas été toi-même happé par ce qu'il a fait, si tu n'y crois pas, tu n'y arriveras pas. La préparation mentale, je dis toujours à mes athlètes, faites-moi confiance, on essaye. Si ça vous plaît pas et si vous n'êtes pas réceptif à ce que je vous fais, on arrête, mais essayez. Et en fait, après, ils me disent, ouais, c'est incroyable et tout, ce qu'on peut mettre en place avec la préparation mentale. Tout se passe au niveau mnésique, quoi. Donc forcément, c'est dans ton imagination, ça se passe dans ton imaginaire et puis dans tes représentations mentales et visuelles. Donc voilà, c'est un travail à faire comme la préparation physique. Ils ont leur petit carnet, mes athlètes. Je leur donne des petits travaux à faire et puis on se rappelle 1 semaine ou 2 semaines après. Ils me font un retour sur ce qu'ils ont verbalisé et noté en tout cas sur le papier. Et ils me disent, ouais, c'est impressionnant. Est-ce que tu le vois, je discutais avec un autre coach, il disait que les gens se dénigrent beaucoup. Ils ne s'aiment pas assez.
Oui, il y a un gros problème d'estime de soi en France aujourd'hui, énormément. Il faut qu'ils prennent confiance en eux. Ils sont souvent, voilà, on est une société assez anxiogène quand même avec tout ce qui se passe, que ce soit au niveau médiatique, que ce soit au niveau, voilà, des conflits, que ce soit au niveau, même au niveau financier, au niveau de la dette économique. Et les gens, voilà, ils sont dans leur quotidien, et ils ont souvent un manque d'estime d'eux et surtout de leur potentiel. Moi, je dis toujours, chacun a un potentiel qu'il doit apprendre à développer, et c'est souvent en allant chercher ce potentiel-là, en croyant en soi qu'on arrive voilà, à vivre ses rêves et à mettre ses ambitions en place. Oui, parce qu'une fois que tu te sens capable, pour moi, tu deviens capable. Ah, tout à fait. Est-ce que ton approche change entre tes élèves à l'école et les personnes que tu coaches à côté? Oh non, j'essaye de garder, le même état d'esprit. Des fois, en préparation mentale, je vais pas aller jusque-là avec mes élèves, mais disons que je vais des fois, quand j'en vois un, on est en multi-agrès avec les 6e en gym, là, quand on doit faire le petit renversement arrière sur les barres asymétriques, où ils ont cette petite appréhension de se retrouver, aussi en appui sur les barres ou de faire un renversement avant. Il y a une petite barrière affective, un petit blocage, et là, du coup, j'active le côté préparation mentale, je leur donne des images: «T'inquiète pas, je suis là», j'essaie de renforcer un peu leur discours interne. Il y a quelqu'un qui est en parade avec eux et qui dit: «Allez, viens, on va y aller à 2, t'inquiète pas, je vais te manipuler. Si tu tombes, regarde, tu es sur un gros tapis en mousse, là, comme si tu tombais dans l'eau». J'essaie de leur donner des images, et puis finalement, allez, c'est parti. Ils ont fait un tour autour de la barre, puis après, ils veulent en faire 2, 3, et c'est parti, quoi. Donc ouais, il y a un lien que tu peux faire avec tout ça. Tu coaches uniquement des athlètes ou aussi des personnes un peu lambda, donc qui veulent mieux se sentir dans leur tête et dans leur basket? Alors oui, en préparation mentale, je coach, aussi des jeunes dans d'autres filières, dans une autre filière que la course à pied. Là, j'ai une petite tenniswoman, de haut niveau là, hein, qui prétend, aller faire Roland-Garros chez les jeunes, par exemple. Donc je la coach sur toute la préparation physique, préparation mentale aussi, c'est intéressant. J'ai un petit judoka, j'avais un golfeur. Donc la préparation mentale, ouais, se développe bien sur d'autres sports. Et puis pour la préparation physique, non, pour l'instant, comme je te l'ai dit, je suis que sur la course. Toi, en tant qu'athlète, comment tu gères le mental dans les moments difficiles? J'ai pu lire que tu avais un petit mot d'ancrage. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, alors forcément, hein, par le biais de ma formation de préparateur mental, je me suis créé aussi ma petite routine. Une routine, en fait, c'est un peu ce que je t'expliquais avec Nadal et Djokovic. C'est quelque chose que tu mets en place et qui, à partir du moment où tu le mets en place, tu vas être forcément complètement concentré et focus sur ce que tu fais. Donc moi, mon petit mot, c'est focus. Et en fait, dès que j'ai une petite pensée parasite, dès que j'ai quelque chose qui me perturbe, par exemple sur une ligne de départ, un adversaire que je trouve redoutable ou que je pensais pas qu'il serait là le jour de la course, je le vois arriver, ou je me dis, allez, focus. Je pense plus à la pensée parasite de me dire, ah mais tiens, lui, il est super fort, il m'a déjà battu là. Non. Dès que je dis focus, je ferme les yeux, je me concentre, et là, j'essaye de m'imaginer une scène. C'est souvent ce qu'on donne comme consigne à nos futurs athlètes. J'essaie de m'imaginer une image où j'étais dans un état de flow, un état de grâce. Ça peut être une victoire sur une course, mais ça peut être aussi un moment où des super sensations sur une séance, ou une ligne d'arrivée où tes proches étaient là. Et cette image-là, elle va complètement occulter l'adversaire que tu viens de voir sur la ligne de départ. Donc, dès que tu as dit focus, c'est ce mot d'ancrage. Je m'imagine ma scène. Moi, ma scène, c'était une victoire prestigieuse là, sur 1 kilomètre vertical. C'était à La Plagne. Je m'en rappelle très bien, où mes enfants étaient présents. Et j'ai cette image-là, je peux la visualiser, mais alors même en termes d'odeur, je me rappelais qu'il y avait des odeurs de fleurs, de flore, parce qu'on était à la montagne, il y avait du vent, il faisait froid. Je me rappelle exactement tout ce qui se passait, les frissons quand je franchis la ligne d'arrivée, que je vois mes enfants. Et cette scène-là, voilà, elle occulte tout le reste. Donc c'est cette fameuse routine mentale que j'essaye de développer chez tous mes athlètes, hein. Une fois qu'ils l'ont, elle te sert dans tous les jours. Une petite contrariété avec les enfants, avec ton épouse, au niveau professionnel, hop, focus, je ferme les yeux, je me mets dans ma bulle, je repense à mon image du kilomètre vertical, et c'est incroyable, incroyable. Ouais, on sent que c'est vraiment une belle scène quand on Ouais. parle. Ah oui, vraiment, je la revis, hein, t'en as les frissons. Une fois qu'elle est automatisée, elle est ancrée, c'est pour ça qu'on appelle aussi le mot d'ancrage. Et du coup, elle soulève des montagnes, cette scène. Tu as dû rigoler, je pense, quand je t'ai envoyé un message, du coup, en voyant Focus Podcast. Ouais, exactement. Je me suis dit, purée, c'est mon mot d'ancrage.
Exactement. Ah bah, tu vois, c'est ton deuxième podcast, hein, je crois, que tu Oui, réalises. tout à fait. J'en ai fait un, j'en avais déjà fait, 2, donc c'est mon troisième. Et effectivement, c'est bien parce que c'est des questions, différentes avec des animateurs différents, motivés aussi par ce qu'ils font, donc ça fait plaisir. Ouais, j'ai vu, c'était sur Ultra Mental, c'est ça? C'est Ultra vraiment mental, c'était plus le côté vraiment, voilà, mental, voilà, préparation préparation pour des mentale, courses. exactement. Ouais, je l'ai écouté, très intéressant d'ailleurs. On va parler un peu de ton palmarès impressionnant des dernières années. Donc, tu as été champion d'Europe UFIL Master en 2024, vice-champion d'Europe de kilomètre vertical Master en 2024 également, quatrième au championnat du monde UFIL Master, toujours en 2024. C'est une belle année pour toi. Ouais. Et champion de France Master 35 km vertical en 2021. Le mot UFIL revient souvent. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Ouais, alors Uphill, ils ont rendu ça, pour la norme internationale, hein, avec le mot anglais. C'est pour, tout ce qui est course de montagne. Donc en fait, c'est souvent une arrivée au sommet. C'est-à-dire qu'on part, de la vallée et on a en général sur un format entre 8 et 13 kilomètres. C'est une course de montagne où on va monter progressivement avec une arrivée, au sommet. Donc voilà, c'est ça vraiment, une de mes spécialités. Je suis moins, quelqu'un qui aime les descentes. Notamment par le biais de nos reliefs où on n'a pas la chance d'avoir de longues descentes pour les travailler. Autant la montée, on peut la travailler en faisant quelques allers-retours, ce qu'on appelle le ponçage en mode hamster là, dans une longue bosse. Autant les descentes, il faut vraiment les faire en ponçage, ça serait plus compliqué parce qu'on n'a pas cette longue phase de résistance où on vient casser les fibres musculaires en phase excentrique là. Donc voilà, de temps en temps, quand je m'exporte un peu dans les Alpes ou dans les Vosges, je peux en trouver, mais c'est vrai que voilà, je suis plus, puis j'ai plus de facultés en montée, donc j'essaye de développer et de renforcer ce que je sais vraiment faire. Parce que dernièrement, j'ai vu que tu as fait quand même 60 montées dans la forêt d'Autrange. Oui, tout à Du coup, fait. les 60 descentes qui Et vont 60 avec. descentes du coup. Mais c'est vrai que je travaillais moins les descentes. Qu'en descente, on récupère quand on fait un défi de 60 montées. Mais oui, effectivement, on essaye de compenser le manque de dénivelé par chez nous en faisant le hamster, quoi. Selon toi, comment devient-on un athlète de haut niveau? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Bon, la différence, moi, je l'ai toujours dit dans tous les interviews que j'ai pu faire ou les personnes qui me posent la question, c'est déjà pratiquer par plaisir. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, tu vois, une fois qu'on aura fini, j'ai mon short sur mon jogging et je pars faire une séance. J'ai trop hâte d'aller m'entraîner. J'adore m'entraîner, j'adore être en milieu forestier, le goût de l'effort aussi. Donc déjà, c'est aimer ce qu'on fait. Et puis, dans la pratique de l'athlétisme, qu'on a beaucoup de sport, mais je dirais beaucoup dans la pratique de l'athlétisme, c'est y aller progressivement. Ne pas brûler d'étapes. Vraiment commencer par 3-4 entraînements semaine. Au début même, je te parlais au collège, lycée, j'étais à 2 entraînements semaine après mes cours de collège-lycée. Sinon après, je jouais au foot, je faisais du vélo. Voilà, puis après, petit à petit, tu te spécialises. Puis après, tu passes de 3 à 4 séances, de 5 à 6 séances. Aujourd'hui, je suis à 6 séances par semaine. Il y en a aussi qui font du bi-quotidien à haut niveau, donc ils s'entraînent 10 fois par semaine. Donc, il faut vraiment y aller progressivement, savoir aussi ce qu'on veut. Hein, dans la pratique de l'athlétisme, aujourd'hui, il y a moult formats. Tu as du kilomètre vertical comme moi de 3 km à du 160. Donc, faut pas se disperser. Si on veut vraiment devenir fort dans une filière, faut vraiment se spécialiser. Nos facultés nous aident à orienter nos choix. On a tous un potentiel de départ, je trouve, une part de génétique. Et donc, moi, j'ai très vite été attiré par ces efforts courts, hyper violents et dans la pente. Donc, voilà. Puis avec de la persévérance, de l'envie, de la motivation, du travail, parce que c'est beaucoup de travail, forcément. Hein, des fois, quand on voit les collègues partir à la cantine à midi, là, manger, que ça sent bon, quand je sors avec mes élèves à midi, puis qu'ils me disent « Ah, toi, tu vas courir, comment tu fais ?» Alors, des fois, je dis « Ah, bah ouais, j'irais bien m'asseoir à côté de vous et manger avec vous. » Et non, je me dis « Allez, le mental, va t'entraîner. » Et puis, au final, voilà, petit à petit, les résultats ont apparu et avec la constance, maintenant à 42 ans, voilà, comme on dit, je commence à avoir de la bouteille et les résultats sont toujours là, donc ça fait plaisir. Oui, beaucoup de régularité et puis de sacrifice aussi, de toute façon, hein. Oui, c'est des sacrifices, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que toi aussi, tu es suivi par un coach ou tu préfères être en autonomie complète?
Alors moi, comme je le disais justement lors du précédent podcast, j'ai été suivi par Daniel Jacot, donc mon entraîneur quand j'étais au collège-lycée. Après, j'ai eu, quand je suis arrivé à la faculté de sport, donc là, pour privilégier les études, je m'entraînais tout seul. Et après, dès que j'ai eu mon poste à Longwy, il y a Lawari Bachir, hein, bien connu dans le PIO, qui me faisait mes plans d'entraînement. Il avait une petite team euh, avec tous les coureurs du coin. Et voilà, il me motivait. Il a été aussi très inspirant dans ma pratique parce que j'aimais bien son côté très Saint-Bernard avec ses athlètes, très proche d'eux. Il jugeait pas, il essayait de mettre tout le monde sur la même marche et puis de nous faire progresser à notre rythme. Et petit à petit, c'est aussi grâce à lui hein, que je suis devenu coach. Je lui ai même demandé s'il me voyait faire ça. Il m'a dit: «Ah oui, je vois en toi vraiment cette faculté à transmettre. Je te conseille vraiment de te lancer dans ton entreprise.» Puis petit à petit, je me suis lancé et c'est à partir de là aussi que je me suis spécialisé dans ma filière, le kilomètre vertical. Et du coup, ayant beaucoup de connaissances dans ce milieu-là, je me suis auto-coaché après petit à petit. Lui, il s'est détaché de ça et il m'a dit: «Bah voilà, tu vas te préparer mieux que ce que je peux te le faire, ce que je pourrais te faire. Donc vas-y, file, je te fais confiance.» Puis aujourd'hui, bah voilà, ça porte ses fruits, donc je suis content. Tu as toujours un peu de contact avec lui quand même? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Là, ouais, je le vois souvent. On se croise soit à la remise des prix, là, parce c'est lui qui organise les challenges du PIO, toutes les courses là qu'il y a sur Longwy. Et puis souvent, il m'envoie un petit message de félicitations par rapport à telle ou telle course. C'est des personnes inspirantes, donc elles resteront tout le temps dans ta vie, quoi. Ouais, c'est sympa. Comment tu organises tes semaines pour continuer à performer tout en préservant ta santé sur le long terme? Ouais, alors, comme je disais, hein, à plus de 40 ans, tu commences à écouter ton corps, à faire super attention, à t'octroyer forcément ton jour de repos, sauf si vraiment je fais un bloc d'entraînement, un week-end choc que j'appelle. Mais sinon, le samedi, vraiment, c'est repos, privilégier à la famille, essayer de passer du temps avec, voilà, ne pas passer à côté de ce moment de repos qui est important, que ce soit mentalement comme physiquement. Et puis aussi, pas hésiter, si une petite pointe musculaire apparaît, ou voilà, de pas hésiter à zapper une séance, à la remplacer par du vélo pour que ce soit un sport un peu plus porté, pour faire tourner les jambes. Après, tu connais vraiment ton corps, hein, à force, l'athlète, je trouve qu'il a vraiment une belle introspection sur la connaissance de son corps. Donc je sais que si j'ai le tendon d'Achille qui tire un peu, je vais tout de suite aller mettre du froid le soir, masser à l'huile essentielle, faire un peu de compex pour délasser un peu les jambes, faire attention aussi à ce que je mange, notamment à l'approche d'une compétition. Donc voilà, j'essaye d'organiser au mieux, de m'écouter et de pas hésiter à mettre une séance de côté s'il y a de la fatigue ou s'il y a un petit bobo que je sens qui s'installe. Je force plus comme je pouvais le faire quand j'étais tout jeune, quoi. Ouais, savoir écouter son corps, vraiment, c'est important. Hein. Ah oui, oui, très. C'est quoi une semaine type du coup pour toi entre ta vie de prof et ta vie personnelle et d'athlète? Ouais, c'est bien chargé, mine de rien. C'est vrai que j'ai un boulot qui me laisse beaucoup de temps libre, hein, le prof de PS. Donc ça, c'est sûr que ça a été aussi une raison pour laquelle j'ai créé cette entreprise de coaching. Mais du coup, moi, je m'entraîne tous les midis après mes sorties de cours au collège. Donc en fait, j'ai cours souvent de 8h à midi. Après, de midi à 13h40, je m'entraîne. Donc j'ai la chance de partir de mon collège et d'avoir une forêt à proximité. Donc je fais toutes mes séances comme ça. Je prends ma douche au gymnase et après j'enchaîne à 13h40 de nouveau mon après-midi avec mes élèves. Donc c'est vrai qu'au niveau des repas, je gère différemment. Je fais un très bon petit déjeuner comme je l'ai évoqué tout à l'heure le matin et je prends juste une banane et quelques petits gâteaux protéinés le midi et juste avant de reprendre les cours. Et le soir, un repas plutôt riche. Mais alors, du coup, c'est pas grave parce que la balance est un peu déséquilibrée en termes de. Je suis en déficit calorique, donc je peux me permettre de bien manger parce que normalement, c'est le contraire qu'on doit faire. Et donc voilà, ça c'est pour les entraînements. Le lundi, je travaille pas. J'ai la chance de pas travailler, donc du coup, je fais souvent une belle sortie dénivelée. Le samedi, le repos. Le dimanche, une sortie en général un petit peu plus longue. Donc voilà comment j'organise mes séances d'entraînement. Et puis pour le travail, j'ai souvent du coaching le samedi, dimanche. Et la planification de plan d'entraînement, je me garde un créneau d'1 heure tous les soirs pour préparer et envoyer mes plans à mes athlètes. Tu fais beaucoup d'entraînement en extérieur, en forêt, du coup, par exemple. Ça doit être quand même un luxe.
Ah oui, ah non, mais moi, c'est sûr, hein, je pourrais pas faire d'entraînement en salle. Incapable. J'en avais fait une année, j'ai essayé. Alors, ça n'a pas duré une année, ça a dû durer un mois. J'ai trouvé ça, non, c'était déjà pas dans mes valeurs d'être dans une salle, dans un milieu confiné. Et puis, j'aime tellement, tellement l'extérieur. Même m'entraîner sur un tapis, des fois, quand c'est l'hiver, tu pourrais te dire, ah là, il tombe des cordes ou il fait -10. Bah non, je préfère vraiment sortir, bien m'habiller et puis être dans ce milieu naturel et kiffer, quoi. Ça te rappelle un peu le cross-country. En plus, ouais, en plus, exactement. Tu coaches aussi en salle parfois ou c'est vraiment exclusivement en extérieur? Non, non, exclusivement en extérieur, du coup, hein, comme je te le disais, ouais. Parce que j'ai vu que tu as fait un petit week-end là, dernièrement avec des élèves. Oui, voilà, on fait souvent, donc avec ma team, hein, je fais en général 2 à 3 sorties en commun dans l'année. Et donc, du coup, j'ai 45 athlètes là actuellement que je coach. Donc, du coup, bon, on n'arrive pas à se réunir les 45 en même temps, c'est toujours compliqué, Logique, mais ouais. on est toujours 15, 20, que ce soit dans les Vosges ou dans le Mullertal, l'approche du Luxembourg. Là, c'est super joli. On fait souvent une journée trail, 30 km environ, avec un petit pique-nique le midi et puis un bon petit ravito en arrivant à 16 heures, là où on partage un peu voilà, nos passions et nos impressions sur la sortie du jour. Ouais, bah, je penserai à toi, j'y vais jeudi justement au Mullertal, Oh, mais bah, pour magnifique, marcher moi par contre. magnifique. Prévu un petit 16 kilomètres tranquille. Ah, c'est bien. Tu es très performant sur des formats courts. Est-ce que le marathon, ça te tente ou pas du tout? Non, ouais, voilà, tous ces formats longs, hein, beaucoup me posent la question, mais pourquoi Mathieu, tu passes pas sur le format long? Le format long, c'est un petit peu aujourd'hui la mode d'être sur du long. C'est un petit peu aussi, t'as l'impression que si c'est sur court, c'est moins performant que d'être sur long, mais je leur explique que c'est un autre sport, quoi. Complètement, Ouais, c'est complètement. totalement différent, C'est ouais. comme si à l'époque, tu disais aux coureurs de 5000, pourquoi est-ce que tu montes pas sur marathon? Alors, en général, on y monte déjà en fin de carrière. Et même moi qui ai déjà maintenant plus de 40 ans, j'aurais pas envie d'y aller parce que alors déjà, je pense que j'ai moins de prédispositions génétiques et surtout, tu as envie de continuer malgré ton âge parce qu'il y a des catégories d'âge, hein, qui existent aussi en athlétisme, de performer, au plus haut niveau dans ce que tu sais faire le mieux, quoi. Et j'ai développé depuis 20 ans, des capacités dans cette filière-là, donc j'ai vraiment envie d'y rester. Alors après, marathon, oui, j'en ai déjà fait un en off comme ça, en entraînement, pour m'amuser avec les copains, le long de la Moselle, mais ouais, la route, le macadam, tout ça, ça me Pas de tente pas du plaisir, tout. quoi. Non, je prends pas de plaisir et je dois y passer parce que la vitesse, c'est indispensable dans notre pratique, même quand on fait du trail. On doit être rapide, ça va de plus en plus vite, donc on doit passer par de la vitesse. En général, je fais des blocs vitesse l'hiver, mais faire des marathons ou me préparer spécifiquement à ça, non, ça m'intéresse pas. Parlons un peu fibres musculaires. Pour toi, quelle est l'importance des fibres lentes et rapides dans ton entraînement? Très intéressant cette question, hein. Moi qui aime bien la physiologie, en plus, j'aime beaucoup cette question. Bah, c'est hyper important, hein. On en parlait de la génétique. Pour moi, et on le sait, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. On a tous des prédispositions génétiques avec les fibres, justement. Soit les fibres rapides, soit les fibres lentes. Les fibres lentes, c'est les fibres qui ont de l'endurance, et les fibres rapides, c'est celles qui ont de l'explosivité. Et on a tous un terrain génétique. Alors malheureusement, il faut faire une biopsie musculaire pour savoir quelles sont les fibres qui prédominent chez nous. Mais par le biais de nos entraînements, on s'aperçoit qu'on a des facultés. Et moi, très vite, j'ai vu que dans une montée sèche par exemple, je pouvais la monter très très rapidement par rapport à d'autres personnes qui s'entraînaient pareil que moi, qui n'arrivaient pas à la monter aussi vite. Donc je pense que mes fibres rapides, les fibres ce qu'on appelle de type 1, sont plus développés chez moi. Après, bien évidemment, pour faire du trail, il faut aussi des fibres lentes, donc des fibres endurant. Et donc ça, en fait, on va les développer avec l'entraînement. On a ce qu'on appelle des fibres intermédiaires dans la physiologie de l'effort. On a les fibres 1, donc les rapides, et les fibres 2, les fibres lentes. Mais on a aussi des fibres, ce qu'on appelle des fibres de type 2B, qui sont intermédiaires et qui, elles, peuvent être modulables selon ton entraînement. Donc, ça va être à toi de te dire, ah bah non, moi, je veux faire de l'endurance, j'ai que des fibres rapides. Non, ça va être à toi de développer ces fibres 2 là pour les rendre plus fortes, pour justement les rendre plus endurantes. Donc, c'est très intéressant de travailler aussi dans une planification de plan d'entraînement sur différentes formes de séances. Des séances rapides, comme je te disais, moi, il faut que je fasse de la vitesse, mais des séances aussi, des sorties longues, de l'endurance fondamentale pour développer ces fibres lentes. Donc, très intéressant cette question et
C'est pour ça qu'il ne faut pas se cantonner qu'à un type d'entraînement. Comment tu travailles un peu l'explosivité du coup? L'explosivité, c'est par exemple du 20 x 20-20, 20 secondes à bloc dans une côte. Vraiment à bloc, là où tu vas vraiment travailler tes fibres rapides. Tu redescends en récupération et boum, tu repars 20 secondes à bloc. C'est aussi beaucoup de PPG avec du kettlebell à 10 kg en swing, en squat là. Ça peut être aussi de la pliométrie box, les fameuses petites boxes qu'on trouve où je fais de la montée de banc. Ça peut être des squat jump. Ça peut être aussi des séances de myocross. Je fais des squats ou alors des fentes juste avant une montée pour travailler sur de la pré-fatigue musculaire. Donc voilà, tout ça, ça développe surtout nos fibres rapides. Et puis pour les fibres lentes, les fibres blanches, c'est toutes les sorties longues. Ouais, c'est assez complexe quand même, les fibres. C'est sûr. Tu as une préférence selon les épreuves? Par rapport à tes entraînements, tu vas travailler, on va dire, un peu les fibres lentes ou rapides vraiment par rapport à l'épreuve que tu vas préparer? Ouais, tout à fait. Moi, c'est vrai que c'est des fibres, principalement des fibres explosives, des fibres rapides. Et comme je te l'ai dit, associées à un peu d'endurance aussi, grâce aux fibres de type 2 que je peux essayer de moduler un petit peu. Parce que mes efforts, par exemple sur du trail running, d'une sortie de 10-15 km, je vais être sur entre 45 minutes et 1h15 d'effort. Donc, il faut quand même que je travaille un peu cette endurance-là. Et la PPG, la fameuse préparation physique générale, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment tu l'intègres dans ton entraînement? Ouais, alors moi, je l'intègre à mon entraînement une fois par semaine en général. Et puis souvent, quand je fais des blocs, je fais plusieurs petites sessions. Donc, j'envoie aussi une fiche à mes athlètes. Ils doivent réaliser un petit circuit. J'en rigole parce que souvent, ils me disent « Oh, la PPG, Matt, c'est fastidieux. » Souvent, je zappe. Je dis « Elle est aussi importante que les autres séances. » La PPG, c'est vraiment un renforcement global de tes groupes musculaires qui vont te permettre d'être tonique, d'être gainé sur ta foulée, notamment en fin de course quand tu commences à fatiguer. En prévention de blessures aussi, parce que tu vas avoir un corps plus solide. Tu vas avoir des tendons, des ligaments qui auront travaillé et qui auront pris des charges. Donc, du coup, forcément, quand tu arrives sur une course, ils sont prêts à avoir ces charges-là. Et puis, pareil, ça permet de casser aussi un petit peu la routine, de faire autre chose, d'aller travailler un petit peu ta chaîne abdominale, ta chaîne scapulaire, le haut du corps, ta chaîne pelvienne, parce qu'il y a aussi tout ce qui est hanche qui est mis à rude épreuve. Donc voilà, c'est des petits circuits que je leur donne de 45 minutes avec des fentes, avec des squats, avec des abdos, avec travailler aussi tous les muscles lombaires, avec le gainage, parce qu'on sait toujours qu'il faut bien muscler les chaînes agonistes et antagonistes. Il ne s'agit pas de se dire « je vais faire de la PPG, allez, pendant un mois, je fais que des abdos ». Puis après, ils viennent me voir « Mathieu, je ne comprends pas, j'ai mal au dos ». Ah bah oui, si tu te renforces sur la chaîne antérieure, il faut que tu fasses aussi la chaîne postérieure. Donc voilà, j'essaye de leur donner un petit circuit complet à faire. Et puis, petit à petit, à force, ils me disent, c'est un peu comme tout. Au début, au vélo, on a mal aux fesses. Et puis après, ça va. Je dis, la PPG, c'est pareil. Au début, tu as un peu mal partout, tu n'as pas envie. Puis finalement, tu y prends goût, quoi. Après, tu te renforces petit à petit, quoi. Ouais. On va revenir un peu sur les escaliers de la Tour Eiffel. Donc, tu as un rapport assez vertical avec les escaliers, du coup. Notamment la Tour Eiffel en 2019. Tu montes les 1665 marches en 9 minutes 19. Tu peux nous raconter un petit peu cette expérience de malade et quel impact ça a eu sur ta carrière? Ouais, ça a été vraiment un élément déclencheur alors déjà entre guillemets, sur ma petite carrière sportive. Parce que c'est là que j'ai eu vraiment on va dire, la plus grande audience et la plus grande visibilité, on va dire, mais même vis-à-vis des sponsors. C'est vrai que c'était une course qui m'avait toujours fait rêver. J'avais vu ça, qu'ils organisaient une verticale de la Tour Eiffel, avec ses montées d'escalier, avec le champ de Mars qui était complètement réservé pour la course. La Tour Eiffel aussi, quand on voit le nombre de visiteurs qu'il y a chaque année, je me dis, tiens, ils ont réussi à cloisonner ça pour un événement, ça doit être magique à vivre. Et du coup, c'était sur dossier, il fallait faire un dossier pour être pris. Et j'avais envoyé ma candidature avec mon palmarès et il m'avait sélectionné. Donc, j'avais été parmi les 120 inscrits, les 120 heureux élus, on va dire. Et donc, voilà, je pars à Paris. Je me rappelle, il y avait ma fille, ma maman qui était venue avec moi en plus. Donc, c'était un moment magique. Et me voilà à m'élancer en contre-la-montre, là, sous le champ de Mars illuminé. Ma maman, ma fille, là, au bord des barrières en train de m'encourager. Et du coup, j'arrive, un effort que j'adore, là, de moins de 10 minutes d'effort. J'arrive et on me dit « Oh, pour l'instant, t'es premier.
il y a déjà eu 100 participants qui sont passés. Je dis: «Oh, c'est incroyable et tout». J'en revenais pas, j'étais surpris, quoi. 2019, c'était encore, mes débuts, en trail donc puis petit à petit, c'est arrivé et je suis rentré dans le top 10 mondial. Je finis 9e mondial avec des grands noms, devant, dont le spécialiste tchèque là, qui a mis moins de 8 minutes. Il y avait, Roberto De Lorenzi qui aujourd'hui est un des trailers italiens les meilleurs au monde, qui termine, à 2 secondes devant moi. Enfin voilà, ça a été une révélation. Je suis passé à BFM TV, tout ça. Enfin, c'était, en tant que premier français, parce que je termine premier français de cette verticale. Donc ouais, ça a été vraiment une belle surprise. Et puis de là, sont venus, bah voilà, un peu plus de propositions de partenariat avec des sponsors, un peu plus connus dans le monde du trail. Et puis ça m'a donné envie de, bah voilà, de continuer un petit peu, de développer aussi cette faculté dans les escaliers et de m'inscrire après à d'autres courses d'escalier et voilà, à poursuivre sur ces formats courts. Ça m'a donné aussi, ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je fasse ces formats très explosifs, très courts, quoi. Au 9e au classement, mais premier français. J'ai vu que tu t'étais aussi entraîné pour l'édition 2020, mais j'ai pas trouvé de résultat. Est-ce qu'elle a été annulée à cause du Ouais, Covid? ouais, elle a été annulée à cause du Covid. Et puis, post-Covid, la société de la Tour Eiffel, pour l'instant, n'a pas souhaité, réitérer cet événement-là qui, pour eux, restait trop élitiste pour 120 personnes. Ils bloquaient toute la société de la Tour Eiffel. Je pense que c'est un peu économique aussi. Ouais, bah c'est un budget. Donc, j'espère qu'elle reviendra parce que j'avais été pris de nouveau pour l'édition 2022, il me semble, et ils l'avaient annulée à la dernière minute. On n'avait pas trop compris vraiment les causes, quoi. Alors maintenant, il y a l'Ecotrail de Paris qui font leur arrivée au premier étage, mais après avoir parcouru tout un parcours dans Paris. Mais ça m'intéresse moins. J'aurais vraiment envie de revivre cette verticale. En tout cas, elle a été vécue et elle restera gravée à jamais, quoi. Ouais, c'est un bon souvenir. Et comment on monte du coup dans les escaliers? On s'accroche un peu au rempart, donc... Oui, alors il nous avait même conseillé de mettre des gants, hein, parce que à force que les visiteurs montent, les mains courantes sont un peu acérées comme ça, sont un peu coupantes. Donc on monte, ouais, au début, 3 marches par 3 marches. On est assez tout feu, tout flamme. Et puis très vite, le lactique monte dans les muscles. Et au bout de 4-5 minutes, on bascule sur 2 marches. Puis ensuite, on passe sur de la marche rapide 2 par 2. Et à la fin, on accélère dans le dernier escalier. Alors, ils nous ouvrent même l'escalier de secours. Là, on arrive vraiment tout en haut de la Tour Eiffel, sur un escalier en colimaçon à la fin, là, très tortueux. Et là, on donne toutes ses dernières forces jusqu'à la ligne d'arrivée. Et non, c'était un bel effort. J'ai pu aussi voir une histoire d'une course de 11 600 marches. Est-ce que tu peux raconter un peu ce délire? Ouais, du coup, ça, c'était encore un délire fou. Un délire fou. Un copain qui m'envoie ça, qui était tombé sur ça, je crois, sur un reportage TF1. Oh, regarde, en Suisse, là, tout près de la frontière allemande, il y a un escalier de 11 665 marches. C'est un escalier de service pour un funiculaire. Mais il paraît qu'ils organisent une course, mais c'est compliqué aussi d'y aller. Oh, moi, tout de suite, genre d'événement que j'adore, mais pour le coup, on passe à plus de 10 fois la Tour Eiffel. Je me dis, oh là, ça va être impressionnant. En fait, je me suis inscrit, pareil, c'était sur dossier. Grâce aux résultats de la Tour Eiffel, je pense que ça leur a fait tilt. Et ben, ils m'ont pris, ils m'ont sélectionné. Et je suis parti faire cette course-là, donc de 11 665 marches. C'est des toutes petites marches en pierre, assez inégales. Donc des fois, elles sont très grandes, des fois très rapprochées. Très difficile de trouver son rythme dedans. On part en contre-la-montre, comme la Tour Eiffel, donc toutes les 30 secondes. Et tu peux quasiment pas doubler. C'est très vertigineux. C'est des escaliers, à un moment donné, métalliques sur la fin, où on voit un vide mais vraiment viscéral. C'est impressionnant. Et abyssal plutôt. Et ouais, pareil, superbe surprise. Pour la première édition, je termine 2e mondial à 1 minute du Suisse, là, qui était un local, un très bon coureur. Et pareil, sur plus de, je crois qu'on était 300 participants. Donc ouais, vraiment, cerise sur le gâteau encore, un bel événement. Alors là, 11 665 marches, c'était vraiment de la gestion. Hein, j'ai mis tout juste 1 heure. Donc, on passe de 9 minutes à 1 heure d'effort. Donc là, il fallait vraiment gérer 2 marches par 2 marches, main sur les cuisses. J'ai doublé tout le long, du coup, vu que j'étais parti dans le peloton, vu qu'ils me connaissaient pas. Hein, les favoris partaient en tête. Moi, je suis vraiment parti dans le peloton. Et du coup, j'ai remonté à chaque fois du monde. Et l'année d'après, je l'ai refait. Je suis parti en élite cette fois-ci. Et j'ai fait de nouveau 2e. Alors, pas derrière le Suisse, derrière un autre concurrent.
Mais en tout cas, c'était à chaque fois une superbe expérience et je pense que j'y retournerai parce que c'était vraiment. Ouais, faut que tu décroches la première place Ouais, cette fois-ci. essayer d'aller chercher une première place en plus. Bon, on a fait un peu le tour. On va passer sur les petites questions de fin. Selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? La meilleure source de protéines, moi j'aime bien les protéines végétales, donc je dirais la spiruline. Le meilleur exercice polyarticulaire? Je dirais ouais, j'hésite, burpees. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très complet. T'hésites avec quoi? J'hésitais avec la montée de banc. Ok. Le meilleur cheat meal? Burger maison. Si tu devais t'entraîner avec une icône du sport? Ouais, je vais pas être très original, mais Kylian Jornet, pour moi, était le plus inspirant pour moi. Et il est encore aujourd'hui avec sa modestie, avec sa VO2 max ovniesque et avec sans arrêt il renouvelle et il réinvente à chaque fois le travail. Avec un personnage de fiction? Avec un personnage de fiction, qu'est-ce que je pourrais dire? Tintin, pour ses aventures. Est-ce que tu as un style de musique pour t'entraîner? Alors moi, je m'entraîne pas en musique. J'aime pas du tout m'entraîner en musique parce que je suis tellement à l'écoute de la nature, du chant des oiseaux, du craquement de mes pieds sur les branches, du bruit de la poudreuse sous ma semelle, de la neige, j'adore. Mais j'aime bien écouter de la musique pour me détendre et moi je suis plus chanson française, style Saez, Renaud, des textes assez marginaux et assez engagés. C'est fou, je pense que ça doit être vraiment un truc d'athlète de haut niveau. Vous êtes beaucoup à vous entraîner sans musique. Ah ouais? Ouais, c'est fou, hein. Ouais, c'est pour l'introspection, vraiment être à l'écoute des sensations aussi, de tout ce qui se passe autour. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire? En ce moment, très fan du collagène marin. Pour les articulations, ça doit être mon âge, ça y est, J'allais dire, c'est le début de la c'est fin. par rapport à l'âge, je pense qu'on commence à affectionner le collagène. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport? Un seul conseil bien-être, le sommeil. Ah, pour moi, c'est primordial. Je l'ai toujours dit à toutes les personnes qui me demandent: «Ah, c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour rarement te blesser?» Je leur dis: «Mais le sommeil, pour moi, je l'ai toujours privilégié. J'ai toujours mes 7-8 heures de sommeil». Alors attention, hein, j'ai la chance de pouvoir le faire, hein. J'en ai d'autres que par le biais de leur travail ou de leur situation familiale ou qui doivent prendre la route très tôt, ils peuvent pas le faire. Mais quand tu as la chance de le faire, voilà. Moi, j'ai toujours eu cette rigueur-là. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime sortir. Et donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir toujours avoir ces heures de sommeil. Mais pour moi, le sommeil réparateur, il porte trop bien son nom. Tu soignes tout. C'est mon conseil numéro 1. J'essaierai de le suivre, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, comme je te disais, avec les postes, Ah bah, des c'est fois, ce je que dors j'allais 3 dire. heures, Ah des fois, ouais, j'en non, dors mais 5. Bon, là, j'en ai dormi 10. Tu vois, mais tu vois, quand tu 7, dors 10, 10, ça que tu es dépend. complètement différent. Ah oui, bah là, tu vois, je suis plein d'énergie, bien sûr. Là, je suis vraiment à fond. C'est fou. Après, Ça c'est te sûr, bon, rebooste. bah, après mes nuits, des fois, je dors 3-4 heures. Bon, bah, tu le sens quand même, quoi, hein, mais après, voilà, on fait, comme tu dis, avec Ah ouais. comme on peut. Est-ce que tu as une situation ou une phrase motivante qui t'inspire? Non, j'ai pas vraiment de petites citations. Alors déjà, d'une, je suis très mauvais pour les retenir. Et de deux, non. Pas vraiment. Moi, je te dis toujours, c'est mon mot préféré, c'est se faire plaisir et avoir du plaisir. Et à partir de là, dans ce qu'on fait, hein, on soulève des montagnes. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Ouais, bonne question. Quel conseil me donnerais-tu que je me donnerais? Alors, il y en a qui vont rigoler, mais de m'échauffer avant mes séances. Parce que des fois, je partais à bloc de chez moi faire mon record de 10 kilomètres sans m'échauffer. Et c'était très, très mauvais à l'époque. Et peut-être de plus boire sur mes sorties parce que je donne ce conseil-là à mes athlètes et je suis un vrai chameau. Je bois pas assez. Et c'est vrai que pour les articulations, les tendons, les ligaments, c'est très important. Donc, s'échauffer mieux et boire. Mais c'est ce que je fais maintenant, hein, mais je le faisais moins avant. C'est bien, au moins, tu t'es amélioré là-dessus. Ouais. Où te vois-tu dans 10 ans? Toujours dans mes montagnes, hein. Toujours dans mes montagnes, dans mes kilomètres verticaux, essayer de trouver des nouvelles courses qui me font vibrer
et essayer de partager ça aussi avec ma famille, avec mes enfants, essayer de leur donner ce goût-là et me voir toujours motivé et à faire peut-être un nouveau podcast avec toi 10 ans après en me disant bah voilà, j'ai réussi tel ou tel objectif. Ah, j'ai envie de continuer d'être ambitieux. On va prendre rendez-vous dans 10 ans alors, C'est ça. avant ton départ. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Bah, je te dis, j'aimerais vraiment bien passer ma formation de nutritionniste, micronutritionniste, pour vraiment apporter encore des billes à mes athlètes. Et puis, non, bah sinon, rien de plus en particulier. Toujours mon petit calendrier de l'Avent, là, sur la version numéro 2, que j'avais fait un petit calendrier de l'Avent avec chaque case à ouvrir correspondait à un petit exercice de PPG qui avait vraiment cartonné l'hiver dernier. Donc là, je suis en train de travailler sur la version numéro 2. C'est toutes des choses que j'essaye d'inventer et de un petit peu de rendre la pratique justement de la PPG ludique. Donc j'essaie de retrouver des petits exercices comme ça pour éliminer la dinde au marron le 25 décembre. Le meilleur sponsor pour toi actuellement? Ah bah si j'en dis un, les autres vont me râler dessus, hein. Non, ils sont mes 3 sponsors, je peux les citer. Salomon pour tout ce qui est équipementier m'apporte énormément et en plus de m'apporter de l'équipement, je les trouve vraiment très très efficaces, hein. Je pourrais pas courir avec d'autres chaussures que chez Salomon. Nutribay pour tout ce qui est nutrition, un petit avec JC là que je salue bien, qui nous donne toujours des super recettes sur les nouvelles choses qui arrivent dans la nutrition, notamment avec NAC, notamment avec Baou, avec High Five. Il a à chaque fois tous les meilleurs produits et puis c'est un gars passionné et voilà, c'est un gars en or. Et Blue Tense pour ce qui est d'électrostimulation, hein, c'est le concurrent direct de Compex mais en version française. Donc un petit appareil d'électrostimulation sans fil là, qui marche avec ton téléphone, qui est exceptionnel pour la récupération. Et puis Evo 2 Luxe.lu qui est situé au Luxembourg pour déterminer ta VMA. Et c'est un test à l'effort avec masque, tapis, tu peux faire ta PMA en vélo, qui me suivent aussi et qui sont top. Et moi, je trouve que c'est super intéressant si vous êtes athlète, même pas forcément de haut niveau, mais que vous voulez connaître votre vrai potentiel. Allez passer ce test à l'effort, c'est vraiment très intéressant d'un Ouais, je point de prends vue note parce physiologique. que justement, je discutais avec un ami qui a passé un test d'effort à l'hôpital. J'en ai fait un récemment. Et du coup, je dis, bah, est-ce que tu as ton rapport qu'on puisse comparer un Ouais, peu? c'est ça. Mais il me dit, écoute, au fait, c'est nul. Il m'a dit, je m'attendais pas à ça. Il me dit, bon, on te fout sur un vélo, tu pédales et terminé, quoi. Il me dit, oh, t'as pas de VO2 max. Il me dit, Oh là là. t'as rien, en fait. Et lui, c'est ce qu'il s'attendait un petit peu à Tout avoir. à fait. T'as tes seuils t'as le seuil ventilatoire 1, seuil ventilatoire 2, t'as ta FC max, t'as ta VO2 max, ils extrapolent ta VMA, à quel moment ta fréquence cardiaque décroche, Ah non, c'est vraiment très très complet. Puis il te sort un rapport. Ouais, bah, c'est pour ça que je note, je lui dirais justement d'aller voir là-bas Ah bah si oui, vraiment il qu'il veut n'hésite pas, hein. Ouais, je note. Et est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Ah, recommandation pour un futur podcast. Alors, j'avais dit Anaïs Kemener, on m'avait déjà posé cette question, qui est une athlète qui revient d'un cancer du sein et qui a une ascension fulgurante, qui m'avait beaucoup inspiré. Donc, du coup, je vais donner une autre personne. Moi, je dirais Lucille Germain. Tiens, une Vosgienne qui vient de gagner la Sky Race des Mathésins, là. Qui est très humble aussi, je trouve, très modeste dans sa pratique et puis qui est en train de faire une ascension fulgurante et de devenir une athlète de haut niveau. Et donc vraiment une super jeune et voilà, je la suis sur les réseaux, je suis un petit peu son ascension et c'est des personnes voilà qui sont inspirantes et puis je trouve qu'ils restent les pieds sur terre, c'est important. Ouais, bah, je prends note, tu m'enverras son profil. Moi, j'en profite pour remercier Nino qui, du coup, m'a recommandé ton profil à toi et qui du coup, fait qu'on enregistre aujourd'hui. Bah, merci à lui, oui. Ok, bah écoute, on a fait le tour. Mathieu, merci. Merci Seb. Bonne journée. Merci à toi aussi. À plus. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Mathieu. J'espère que son parcours vous aura inspiré. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très vite pour un nouvel épisode motivant et en attendant, tu connais la devise, on reste focus et on enclenche le changement.